3 novembre. Les bêtes bronzent, les bêtes cardent aux feuilles de bronze et aux côtes rouges étincellent dans le soleil. Dans un coup de soleil blanc, oui. Nuages moutonneux, ciel bleu lavé, on s'y croirait presque. Un peu plus tôt dans la journée, c'était vraiment douteux. Là, c'est joli, douteux ou pas. À l'instant, on entendait pépier des oiseaux, bien fort. Mais dès que j'ai fait un peu de bruit, en fourrageant à la recherche de mes appareils, et pourtant à l'intérieur de la maison, eh bien ils se sont tus, ils sont partis, prudemment. Les tomates n'ont pas gelé, enfin rien n'a gelé. Les tomates vont bien. Les pieds de tomates ne poussent plus, enfin si, très doucement. On y voit de petites fleurs jaunes. Les tomates grossissent mais ne rougissent pas. Eh bien je ne les ai toujours pas déterrées, car il fait doux, il fait bon. Toujours un moment dans la journée, il y a un coup de soleil ou de chaleur, notamment avec ces vents du sud. Vent chaud et pluie. Non, ce n'est pas un temps de novembre. L'hypomée n'a toujours pas fané, défleuri. La chicorée, si, depuis un bon moment même. Le petit jardin est un peu plus clairsemé, avec ses pieds de tomates arrachés, enfin quelques-uns d'entre eux en tout cas, et qui mûrissent doucement derrière une vitre. Toutes les cardes de toutes les couleurs prennent le soleil. Elles poussent doucement malgré le beau coup d'eau que je leur adjoins, toute mon eau de vaisselle. Feuilles brillantes, agitées d'un léger souffle de vent. La rue est en train de jaunir. La rue, cette belle plante au feuillage découpé, arrondi, vert glauque. Les courgettes ne sont toujours pas mortes, mais non, elles ne vont pas très bien. Beau feuillage découpé qui se pique d'une sorte de moisissure blanche. Oh, c'est presque fini pour elles. Et le petit rosier, qui manque de chaleur, a de la peine à faire éclater ses bourgeons. Quant à l'autre, le David Austin, vous savez, ces roses globuleuses. Eh bien, il a tant plu sur ce bourgeon qui a mis des semaines à s'ouvrir qu'il n'était pas encore complètement ouvert, que les pétales me sont restés entre les doigts. Je les ai recueillis. Ils sentent bon. Ils sèchent doucement dans une coupelle, une coupelle pâle. Un parfum un peu pâle aussi, qui a manqué de chaleur. Et il y a un autre bourgeon qui n'en finit pas de s'ouvrir, enfin qui ne s'ouvre toujours pas, et j'en ai encore vu un autre. Je ne suis jamais là pour le voir fleurir, ce rosier. Mais il fait froid maintenant. Ce n'est pas vraiment la température qui lui convient. Quand je dis il fait froid, il fait un peu froid pour une rose. C'est curieux vraiment. Tout pousse un peu étrangement, je trouve. Il fait trop chaud pour que ça prenne son allure d'hiver, et trop froid pour que ça continue vraiment à pousser. Cette rose trémière notamment, qui n'a fait que des feuilles. Elle a sa rosette basale, comme on dit. Elle ne s'est pas élevée, elle n'a pas de tige. Mais elle tient bon. Ces plantes-là, c'est costaud. Quant à celle qui avait fleuri, celle avec un S même, et dont j'ai coupé la hampe qui commençait à pourrir, oui, parce qu'elle était desséchée et les petites bêtes avaient fait leur chou gras de toutes ces graines, les graines que je n'avais pas récoltées d'ailleurs, eh bien, ces roses trémières continuent à faire de grandes feuilles, de belles feuilles. J'avais même vu des boutons sur la plus grande, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Quant à la deuxième, elle a refleuri, timidement, il est vrai, de sa petite fleur vert crème, très jolie, très discrète. Non, ce n'est pas un jardin de novembre. Pas encore. Mais c'est joli. Toute cette verdure aussi. Parce que l'herbe a incroyablement repoussé. Et avec ma petite tondeuse ciseaux, ma petite tondeuse à main, oui, toute petite, peu large, peu de résistance, eh bien, j'ai un véritable gazon anglais. Enfin, anglais, je ne sais pas, mais dense,
vert tendre, que je coupe bien ras, comme un petit tapis. Juste un peu plus loin, le tapis de mulch, de paillage, de bois fragmenté, vous savez, qu'on m'a amené, une pleine remorque. Ah mais c'est très joli. Un brun tout à fait comme une couleur de bon fumier, sur la couleur duquel se détachent les nombreux verts des feuillages. Oui, les bêtes ne sont pas vertes. Si, même les vers bronzes, elles ont des tons de vert. Oui, parce que le rouge et le vert, ce sont des couleurs antagonistes. Complémentaires, avons-nous dit, mais tout à fait antagonistes dans les couleurs matières. Mais regardez une feuille en train de rougir à l'automne. Ce sont de petites cellules dont la nature biologique est en train de changer. Et donc la couleur change. Ce que nous regardons quand nous regardons les couleurs de la vie, je le dis sans me lasser, ce ne sont pas des couleurs. C'est du vivant. C'est du mouvement. C'est une vibration. C'est un mouvement de vie. Ah, ça, ce n'était pas un mouvement de vie. Ah oui, j'en avais enregistré encore long, mais juste après la voiture, allez savoir pourquoi, les piles ont lâché. Je parlais du vert gazon anglais de ma petite pelouse. Toute petite, puisque le jardin gagne, et l'espace que j'ai devant la maison n'est pas très grand. C'est plutôt ailleurs qu'il y a de l'espace, que je ne coupe pas. Non, faut pas non plus exagérer. Et puis là, ça a tellement bien poussé avec cette eau, cette chaleur. Bon, pas de beaucoup, peut-être 15 centimètres, maximum. Mais il est temps pour une petite coupe. Oui, parce que je coupe à ras. C'est assez plat, à force de couper avec la serpette et différentes choses, c'est assez plat. Enfin, le devant de la maison était assez plat. Mais je parlais de tapis. En faisant du nettoyage dans ces greniers qui m'ont été laissés pleins avec la maison, pleins de saleté, j'ai trouvé. Je sais pas quel mot je dois dire parce que les deux sont justes. J'y ai trouvé un tapis avec une petite étiquette agrafée, vous savez, comme les tapis avec un certificat d'authenticité. Non, celui-ci n'avait pas vraiment de certificat, mais il a sa dimension et la mention Iran. Un tapis d'Iran, un tapis de laine. Trame de coton et tapisserie de laine. Dans les rouges, rouge-brun, avec un bleu profond, des roses rouges et roses, quelques tons d'écru et aussi de très peu petites touches de fauve et du noir mêlé de bleu très profond pour faire ressortir l'ensemble. Un tapis tout à fait typique, assez abîmé, plein de fils tirés que j'ai commencé à raser avec mes petites forces. Touc, 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 touc. Vous savez ces petits ciseaux de brodeuse qui ne sont pas des ciseaux, juste des lames. Le manche lui-même fait ressort. Très intelligent. Comme les plus grosses avec lesquelles on tondait les brebis. Et puis j'ai vu qu'il y avait des manques et je me suis rendu compte que très simplement, en mettant le tapis comme il est là sur un support, comme une tringle suspendue à hauteur d'homme, ou comme il est là plus exactement sur des tréteaux, je pouvais tout simplement rajouter des fils. Comme on rajoute des fils dans un panier, comme on rajoute des fils en faisant une reprise avec le système du tapis, des fils enfilés comme ça, et qui seront coupés à ras. Alors il faut que ce soit bien dense, aux endroits où ça manque de densité. Donc il faut que j'arrive à me figurer le type de laine qui serait nécessaire. Une laine pas trop souple, pas trop fine, une laine un peu rêche, et avec les bons coloris. C'est-à-dire que je vais devoir me procurer d'une manière ou d'une autre un nuancier. Comme il n'y a pas énormément de couleurs, le rouge, le rose, le noir, l'écru, le fauve, le bleu profond, c'est tout, 6 couleurs. Il y a peut-être quelques petites nuances en plus, mais comme les nuanciers sont par teinte, vous imaginez l'histoire, mais ça devrait pouvoir se faire, même si ce n'était pas exactement la même teinte. Il suffira de remettre quelques brins par-ci par-là, même là où il n'y a pas besoin, pour nuancer la couleur et faire une sorte de dégradé. Ah, il y en a là-dedans. De toute façon, il est pas suffisamment bien conservé.
Bah oui, il y a eu des saletés, il y a même un endroit où on dirait que c'est un chewing-gum. Alors si c'était de la cire, je saurais comment faire, et le chewing-gum aussi, paraît-il, se décolle à la chaleur et avec quelques produits chimiques. Bah s'il le faut, je couperai tout, je retirerai tout, je repartirai de la trame. Bien sûr, il est abîmé, mais songez au nombre d'heures que des petites mains d'esclaves, vraisemblablement de femmes ou d'enfants, très certainement de petites filles, de petites jeunes filles, ont passé à faire ça. Alors, je peux pas avoir un tapis, mon Dieu, fait par des esclaves. Je me disais ça avant, et je me dis maintenant, mais quelle plus belle façon de leur rendre hommage, non pas en le vendant, en le revendant, mais en le nettoyant, en lui redonnant vie, en ne marchant pas dessus avec des chaussures. Alors je l'ai pulvérisé, vous savez, à l'eau de cendre, bien concentrée. C'est comme la javel, c'est très alcalin, très basifiant, ça tue tout, ça peut brûler les mains, mais ça ne décolore pas. J'ai bien pulvérisé et je l'ai laissé sécher. Une autre solution consiste également à saupoudrer de cendres sèches et à aspirer avec un aspirateur. Mais outre le fait que je n'ai pas d'aspirateur parce que je suis allergique, non pas à la poussière, aux aspirateurs. Ah, je déteste ça. C'est l'article d'électroménager que je déteste entre tous. Si vous voulez vraiment me mettre en colère, vous m'offrez un aspirateur. Je plaisante, je pense que vous n'avez pas que ça à faire. Et de toute façon, je refuserai le colis. Ou je le donnerai à la voisine, tiens. Enfin, qu'importe, c'est pas la question. Le fait aussi que on passe l'aspirateur sur les cendres implique qu'on passe en frottant avec la brosse ou avec le suçoir, suçoir, non, suçoir, c'est pour le lierre et le gui surtout. Non, là, c'est le suceur, oui, Tiens, c'est marrant. Parce qu'en enlevant tout le merdier dans différents endroits de la maison, des cagibitres comme ça, en enlevant des trucs qui n'avaient pas bougé de là depuis que j'y suis, c'est-à-dire des armoires d'agglomérés pourris que personne n'avait réussi encore à me retirer de là. Donc ça s'est fait, et il y avait dans le fond là, qui avait tombé par terre, en plastique orange, justement, un suceur d'aspirateur. Oui, l'embout rectangulaire, vous savez, clouc, qui se met sur le tuyau. Bref, c'est quand même marrant ça, hein. Mais non, ça effectivement ça n'abîmerait pas autant, mais bon, c'est un boulot, faut y aller quoi. Et non, j'avais pas envie. De toute façon, j'avais envie de laver ce tapis plus à l'ancienne. Alors je n'ai pas de pièce d'eau ou de cours d'eau propre dans lequel le laver, mais je laverai quand même à grande eau, avec une brosse douce et du savon. Là, ça s'y prête très bien parce qu'il y a du vent, j'allais dire, il fait du vent. Et le temps est presque chaud. D'ailleurs, c'est vent du sud, donc ce n'est pas un vent froid. Et toute l'eau de cendre que j'ai pulvérisée hier, sur les deux faces, c'est bien évaporé. Parce que la nuit, rien ne sèche, mais dans la journée, ça trouve le moyen. Je l'ai mis sur des tréteaux, alors ça ventile bien. Et je me disais que peut-être, oui, je pourrais le savonner, mais je n'ai pas la brosse qui convient. Je n'ai pas de brosse douce. Non, je ne crois pas. Mais qu'importe, ça se fera un moment ou un autre. Du savon, eh bien, c'est alcalin, antibactérien, tout ça. Oui, parce que j'ai l'impression que sur l'envers, il y a des poils de chien. Poils de chien veut dire œufs et larves microscopiques. Mais ça, la cendre en viendra à bout. Œufs microscopiques. Parasites, chers amis. Parasitage. C'est pour ça que les tapis, c'est si dégoûtant. Mais je pense non pas que pulvériser de l'eau de cendre, dans laquelle il y avait des résidus d'huiles essentielles de menthe et de lavande, qui sont également des répulsifs. Donc c'est très agréable à l'odeur. Non, je pense jeter des seaux entiers d'une eau de cendre beaucoup plus concentrée. Ça va tout cramer, mais pas la fibre. Et après, grand seau d'eau. Non, pas seau d'eau. Des seaux d'eau. Je parle du tapis. Parce que je parle de la pelouse. Parce que je parle des couleurs du vivant. Et des petites mains agiles. Et du soin qu'il faut prendre de toutes ces choses faites de matière vivante, qui ont leur délicatesse. Oui, les mythes sur un tapis, ou les chaussures, ou les chewing-gums, ou la merde de chien, ou même juste leurs parasites. Ouais, il faut choisir dans quel monde on vit, constamment. Eh bien, j'ai choisi pour ce tapis de l'eau de cendre et du vent, et du soleil, même si le soleil n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et puis, le ciel. Ah, le ciel, mon Dieu, mais ne m'en parlez pas. Ne me parlez pas du ciel. Alors n'en parlons pas. Regardons-le avec détachement et amusement.
Peut-être que justement toutes ces déconvenues sont les portes d'entrée, les portes de sortie de notre prison. Plus nous voyons les choses perdant leur magie, oui, leur charme, leur envoûtement, que des mots à double sens. La magie de ce monde est en train de perdre son emprise. Non, tout n'est pas si beau. Non, ce n'est pas le soleil ni le coucher de soleil. Non, ce ne sont pas les étoiles. Et non, ce n'est pas un rouge-gorge. C'est un esclave bagué. C'est-à-dire, il ne lui manque que la chaîne et le boulet. Mais il a à la cheville, vous savez, comment on dit ça? Ce bracelet de forçat. Oui, on dit bracelet même pour la cheville. Comme le bracelet électronique. D'ailleurs, si vous réfléchissez un seul instant, c'est exactement ça. Petit rouge-gorge, muni d'un bracelet électronique. Ah, il est peut-être pas électronique, celui-là. Il a juste un code. Mais maintenant, c'en est où? C'en est rendu où, comme disait mon ami? Ne parlons pas de ça. Rêvons un peu et observons la qualité vivante des êtres qui ont l'air d'être vivants. Bien que tous nous soyons entachés de forces impures, comprenez, malsaines bien sûr. Oui, nous tous, très certainement, nous sommes, disons le mot, nous sommes hybridés. Nous reparlerons de ces hybrides, de ces XY de couleur bariolée, qui se réhybrident, ces lignées hybrides. Alors sont-ce les lignées khazars avec leur sang si spécifique qui se transmet par la mer, oui, cette religion qui se transmet par la mer, ou sont-ce des lignées reptiliennes, Anunnaki, extraterrestres, extracratères, intraterrestres? Ces monstres, si facilement sous emprise démoniaque, qui ne sont peut-être pas de la même lignée génétique que les humains qui confessent une croyance et une appartenance, j'allais dire chrétienne, le paradigme Christ. Eh bien, illustrons par un exemple, comme on me l'a écrit sur une très jolie petite carte qu'on m'a envoyée. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Ça, c'est le paradigme du Christ. Dans le sens où, si certains sont voués à la perdition, ou au malheur, ou à la tristesse, alors nous sommes tous tristes. Et même si nous ne sommes pas tristes, nous nous sentons tout à fait concernés par l'affliction d'autrui. Nous prions pour les âmes du purgatoire. Si, j'ai appris ça. Chez les catholiques, on peut prier efficacement pour les âmes du purgatoire, c'est-à-dire pas pour nous-mêmes, ce ne sont pas des indulgences pour notre gueule, ou celle de notre famille, non, pour les âmes du purgatoire, qui n'y restent pas trop longtemps. Le purgatoire, eh bien, dans la terminologie chrétienne, ce sont les limbes, le bas astral. Ces cycles toujours recommencés où les âmes sont dans un tel brouillard mental qu'elles ne peuvent pas sortir de là, en demandant la grâce de celui qui a le pouvoir de les sortir de là. Alors nous devons demander pour elles. Il faut toujours que quelqu'un intercède pour celui qui est en perdition. La voilà l'espérance. On ne se fait pas tout seul, on ne se défait pas tout seul, on ne se fait pas naître, bien qu'on puisse se faire mourir à ce monde. Mais ce n'est pas par la volonté qu'on bifurquera au moment du grand tunnel de lumière blanche, non. C'est par la clarté du mental et de l'esprit que nous pouvons poser dès ici-bas. Chaque bifurcation est un choix posé par l'intelligence, la raison, une part d'intuition. Oui, parce que l'espérance est intuitive, elle n'est pas si raisonnable que ça. La foi, le bon cœur ne relève pas de la raison, bien qu'il ne soit pas antinomique. Alors nous avons des clés. Comme toujours, la clé c'est la prière, c'est-à-dire la clé est à l'intérieur. La clé du royaume. Mais pas seulement du royaume pour moi, du royaume pour tous, pour que nous sortions de là, même si en apparence nous sommes encore dans notre propre purgatoire, à la surface de la terre. Y a-t-il seulement une vraie différence? Il est possible que oui. Il est possible que la réponse à cette question arrive au moment où nous franchirons le grand seuil. Le grand seuil? Moi je pense qu'il y en a plusieurs, selon toute vraisemblance. Mais laissons cela. S'il n'est pas trop tôt pour en parler, il est trop tôt pour conclure. En fait, le royaume de Dieu et l'avènement du Christ, ce sont des choses qui n'arrivent pas pour tous au même moment. Et pour terminer, une petite anecdote. Dans ce livre de qui est-ce? Eh bien, vous chercherez. Le sourire de l'ange. Gougo,
Non, je ne sais plus. Peut-être. Je crois que c'était au Moyen-Âge ou dans ces eaux-là, hein. Période qui recule dans les lointains et nous permettent de fantasmer à notre aise. Dans ces périodes aussi où tout le monde était vêtu de matériaux naturels et sains, chanvre, lin, laine, peut-être même de la soie pour les plus riches, dans des temps où tout le monde mangeait bio, oui, bien sûr, tout le monde était meublé de bois. Ah là 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 là. Mais je m'égare. Il y a ce personnage-là, ces personnages qui vivent en petite communauté, de petits personnages fort sympathiques, vraiment, de petits humains qui se débattent avec leurs problèmes d'humains, mais ils sont très charmants. Et il y a ce vieil ermite qui va prêchant partout l'arrivée de la fin des temps, et il donne une date qui est à quelques mois ou années. Et puis, tout se prépare à cette date. Ils se demandent ce qui va bien pouvoir se passer, ils prient, ils sont prêts spirituellement, et puis le grand jour arrive, et même la grande nuit. Et le matin suivant, n'est que le matin suivant, le soleil se lève, et un souffle de vent sur la vallée, enfin je ne sais quoi, et ils se disent, ben non, en fait il s'est trompé. Et il monte jusqu'à son petit ermitage, et il l'appelle, il le trouve allongé sur le sol, parmi l'herbe rase et les pierres de l'alpage. Il est mort. Et là tout s'éclaire. Mais oui, vous avez compris. Eh bien un petit peu comme cet adage tellement profond, et sur lequel nous pourrions disserter si longtemps, sur lequel nous reviendrons, ce que la chenille appelle la fin du monde, le sage l'appelle un papillon. La chenille n'a aucune idée de ce qui se trame, de ce qui sera son devenir au-delà de la chrysalide. Mais le papillon, lui, a été chenille et chrysalide. Le papillon sait quelque chose que la chenille ignore. Alors ce vieil ermite, il a vu la fin du monde et le jugement. À une date précise, il avait prophétisé la date de sa mort. Alors bien sûr, tout est vrai. C'est pas que tout est vrai, rien n'est vrai, tout est vrai en son temps pour tout un chacun. Le royaume de Dieu approche, c'est certain, mais pas pour tout le monde en même temps. Et c'est ça le secret. C'est cela qui nous fait mécomprendre la nature de la réalité. Chers amis, le royaume de Dieu est proche, si proche. Mais le jour de Dieu viendra comme un voleur dans la nuit, sans prévenir. Oui, ça vient de l'Évangile, lequel je ne sais pas, peut-être bien Jean. Les autres aussi ont leur beauté. Alors laissons souffler ce vent frais mais doux, doux pour novembre, sous ce ciel curieusement empoisonné, tellement étrange, qui n'est pas sans joie aujourd'hui, avec un soleil blanc, terriblement aveuglant, dans lequel je crois discerner comme une petite note dorée. Ah, je crois que je l'invente, bien sûr. Mais ce blanc est tellement prégnant depuis plusieurs années que peut-être, hélas, peut-être m'y suis-je habituée. Alors je continue à prier, oui, prier, même de la façon réglementaire, car pourquoi pas. On égrène bien un mala en disant « Om mani padme hum », histoire de se calmer l'esprit. Comment cela est-il arrivé ? Ah, vous le savez bien. La théosophie, toutes ces choses qui nous ont fait accepter de la magie, ni plus ni moins. Alors, magie pour magie, puisque c'est ma culture après tout, je me suis rabattue sur le rosaire. Et justement, parce que j'avais des préventions, parce que je ne crois pas spécialement à Marie, parce que je crois que l'Église catholique, ceci et cela, et nous a complètement enfermés dans des pratiques qui, oui, fort bien. Alors plus on s'approche de la tête, plus on s'approche en réalité de la queue, c'est-à-dire de là où il y a le venin, le Vatican. Mais tout en bas de la hiérarchie, il y a des gens qui croient et s'engagent pour autrui, pour le salut de tous, pour l'entraide, qui s'appelle la charité, les bonnes œuvres. Oui, parce que ceux-là, on les balaye d'un revers de main un peu vite quand on parle de l'Église. Comme disait une amie à moi, fille de pasteur et très anticléricale, tous ces êtres qui font la gloire de l'Église catholique, toutes ces petites bonnes sœurs, qui bien sûr n'accèdent pas à la prêtrise, ont toujours besoin d'un prêtre pour leur dire la messe, ont toujours besoin d'une hiérarchie masculine pour les diriger et exiger leur obéissance.
Eh bien, elles sont tellement humbles et tellement dépourvues d'ego qu'elles acceptent l'obéissance et se mettent au service d'autrui. Eh bien, avant, dans les temps un peu plus anciens, les infirmières étaient toutes des religieuses. Méditez là-dessus, s'il vous plaît. Non, je n'idéalise pas. J'essaye juste de vous faire voir à quel point le bien et le mal ne sont pas séparés dans notre plan de réalité. Ils sont toujours intimement mêlés. Il nous faut, comme toujours, j'insiste, voir à travers. Séparer le bon de ce qui colle au bon et le corrompt. Certaines choses sont si corrompues, comme ce pan de tapis tout collé de chewing-gum ou de matière, que toutes les fibres ont presque disparu dans ce matériau. Elles sont irrattrapables. Il faudra repartir de zéro, faire l'impasse sur ces quelques fibres, sur ces quelques centimètres carrés. Mais pour le reste, on peut toujours rattraper, ravauder, rapetasser, même une âme déchiquetée, qui s'est souillée, s'il reste encore quelques fibres du divin. Alors je reprends ma petite aiguille, et patiemment, je reprise, je ravaude, avec plus ou moins de bonheur. On verra plus ou moins la reprise. Elle sera plus ou moins élégante, qu'on la voit ou pas. Mais à cet exercice-là, à repriser des tapis, des paniers, des chandails, des chaussettes, des relations, des jardins, des amitiés et même des âmes, nous allons à n'en pas douter acquérir des compétences que seule une peau tannée et bien usée, des cheveux blanchis, un dos un peu voûté, des yeux fatigués peuvent réellement discerner. Oui, notre croix à nous, c'est le temps. C'est bien ce que signifie aussi cette croix d'incarnation. La ligne de temps qui nous use, mais apporte dans notre cœur la douceur et la sagesse, comme un cuir bien tanné, comme un cuir bien patiné, soigneusement entretenu au fil des générations, avec un bon encaustique des abeilles et de la térébenthine. De l'huile, et oui, de l'huile de coude aussi, quand nous sommes tordus comme un vieil arbre, patinés comme un vieux cuir, bonifiés comme un vieux cognac, alors dans le meilleur des cas, notre cœur aussi s'est assoupli. Il a gagné en tanin et perdu en acidité. Il a gagné en vieux ton de brun fauve. Il a gagné en parfum. Qui, notre cuir? Non, notre âme. Notre âme, bien sûr, a gagné en profondeur, en souplesse et surtout, en gentillesse. Il paraît que le prêtre qui administre les saints sacrements, l'extrême-onction, ne pose essentiellement qu'une seule question à la fin de la confession et des salam aleik, certainement. Avez-vous tout bien pardonné? Non seulement un linceul n'a pas de poche et on n'emportera rien de ce monde, mais malheureusement l'âme peut s'alourdir du poids du péché, mais surtout du poids de la rancune. Voilà qui nous coupe les ailes, nous retient à terre, pesant, et bien sûr le cœur lourd. Alors d'un cœur léger, envolons-nous aux côtés de ce petit oiseau bagué, envolons-nous aux côtés de la feuille arrachée par le vent d'automne, qui retombera à terre pour pourrir, c'est sûr, mais l'âme de la feuille, où est-elle? Temps d'automne, été de la Saint-Martin, bien en avance, ou plutôt qui a fait suite à la fin d'été. Il n'y a pas vraiment eu de grand froid, c'est pourquoi il y a toujours autant d'insectes certainement. Temps d'automne, descente vers l'hiver, ou en tout cas descente de la lumière, puisque nous n'avons pas droit au froid. Et en attendant le printemps nouveau, qui certainement ne manquera pas de revenir, les papillons ont choisi leur hivernage. Dans quelques greniers, dans quelques recoins de placards retirés dans le noir. Ils sont accrochés là, les ailes refermées. Ils dorment. Ils ont déjà vécu une première mort. Ce qu'ils croyaient être une première mort. Chenilles, ils sont morts dans leur cercueil. Et se sont relevés, sinon le 3e jour. Mais ils sont revenus du néant, de cette gelée néantisée. Alors le papillon, oui, a vaincu la mort une première fois. Il n'a certainement pas davantage peur de la seconde. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le sage l'appelle un papillon.
Papillon, papillonne, papillonner. Allons papillonner, joli papillon de notre âme.